Bonjour, ici Olivier Laliberté, vice-président en communication pour le comité CPA de l'UQTR à Longueuil. Bienvenue au podcast des Bas-Bruns. Merci à nos partenaires Mazars, Demerson Bone, Hardy Normand et Associés et EY. Bonjour, bienvenue au podcast des Bas-Bruns. Aujourd'hui, notre invité, c'est Daniel McMahon, dans le fond, le recteur de l'UQTR. Aussi, au plus long, ça va être l'Université du Québec à Trois-Rivières. Donc, on a décidé de recevoir M. McMahon parce que, de un, c'est un CPA. Donc, ça vient rejoindre un peu les sujets de nos podcasts. Et de deux, ben, c'est le recteur de notre université, dans le fond, notre altermateur. Donc, on voulait savoir un peu plus. Puis, à travers nos recherches, on a découvert que c'était quelqu'un de très intéressant. Donc, on va enchaîner avec la première question. C'est, vous avez le titre de Fellow CPA. Est-ce que ce serait possible de nous expliquer en bref c'est quoi que ça veut dire, qu'est-ce que ça représente, puis quelles tâches qui sont connexes à ça? En fait, c'est un titre honorifique qui est attribué par la profession. Okay. Ce titre de fellow existait dans les trois anciennes professions comptables, que ce soit les CA, les CGA et les CMA. Et lorsqu'on a créé la nouvelle organisation suite à l'unification de la profession comptable, tous les détenteurs du titre de fellow des anciennes organisations ont obtenu automatiquement le titre de fellow de la nouvelle organisation. Maintenant, comme je le disais, là, c'est attribué par les pairs. Donc, c'est une fois par année, il y a un appel à candidature et en fait, c'est pour reconnaître, dans le fond, l'excellence de la carrière d'un membre CPA en fonction soit de sa carrière, soit de ses implications. Ça peut être aussi au niveau des implications dans la société, par exemple, où on peut obtenir ce titre-là. Donc, il y a à peu près 1,5 % des CPA à travers le Canada là, qui ont le titre de fellow. Ça vous donne une idée là, C'est un honneur, en fait, de recevoir ce titre-là. Ça, comme vous dites, c'est vos pairs c'est les pairs qui choisissent qui vont être attribués le titre de fellow. Est-ce que c'est comme un vote? Est-ce que vous aussi, vous choisissez, mettons, qui va être le prochain fellow l'an prochain? Ou comment ça fonctionne? Non, en fait, il y a un comité dans chacune des provinces, parce que le titre est décerné par chacune des provinces au Canada. Ce comité-là est formé par l'Ordre des CPA. Mm-hmm. Ce sont évidemment des fellows qui siègent sur ce comité-là. Donc, c'est un comité là, qui varie de mémoire, c'est 7 personnes. Il y a un appel à candidature, donc les membres peuvent soumettre la candidature de collègues, dans le fond, CPA, et c'est évalué par un comité d'évaluation qui fait une recommandation au conseil d'administration de l'Ordre. Et ça prend... et là, je connais un peu les détails parce que comme j'étais président de l'Ordre, je sais comment ça fonctionne dans le fin détail, mais ça prend un vote majoritaire là, des 2/3 des membres du conseil d'administration pour que le titre soit octroyé à une personne. Quand même. Je voulais savoir, j'ai vu à travers, je ne sais pas si c'était une information quand même assez exacte, mais vous aviez étudié à l'Université de la Saskatchewan. Est-ce que vous pouvez juste nous faire un bref, est-ce que c'était parce que vous habitiez là ou vous avez fait vous êtes venu à l'UQTR à Québec au Québec après? Non, en fait, moi, je suis natif de Nicolette. Donc, okay. Nicolette, c'est sur la rive sud, en face de Trois-Rivières. Donc, j'ai fait mon baccalauréat à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Maintenant, une fois que j'ai eu complété mon stage, des collègues professeurs à l'université m'ont demandé de postuler comme prof. Okay. Maintenant, à l'époque, c'était très rare des doctorats en sciences comptables. On recule en 1980-82. Okay. Et moi, dans ma clause d'embauche pour obtenir la permanence comme professeur à l'Université du Québec à Trois-Rivières, il fallait que j'aille faire soit un MBA ou soit une maîtrise scientifique en comptabilité. Mm-hmm. Ça va vous surprendre, là, mais en 1982, les taux d'intérêt ont monté. Moi, j'ai renouvelé ma maison à 19,5 %. Okay, ça a monté jusqu'à 21,5 %. Alors, je parte pour aller aux études. J'ai regardé quels étaient les programmes qui étaient ouverts. Puis faire un MBA, c'était 2 ans. Un MSc, normalement, c'était 2 ans. Mais en Saskatchewan, ils prenaient 5 candidats seulement par année. Mais ils te garantissaient que si tu étais prêt à payer le prix, c'est-à-dire à travailler fort, que tu pouvais le faire en 1 an. Donc, dans les conditions économiques en question, j'ai postulé, j'ai été chanceux, ils m'ont retenu et je suis parti, j'ai été faire
ma maîtrise scientifique en comptabilité à l'Université de Saskatchewan en 82-83. Ah, quand même. Quand même assez impressionnant. Puis... Ben, non, c'est comme aujourd'hui, en fait, beaucoup d'étudiants font aujourd'hui de la mobilité. Hein. Ils vont aller faire une session, deux sessions dans une autre université. Dans le fond, c'est un petit peu comme si j'avais été fait de la mobilité pendant 1 an, mais pour faire une maîtrise. Puis en même temps, bien, ça me permettait aussi de refaire l'anglais parce que, bon, nous, quand on a fait notre baccalauréat, à peu près tous les volumes étaient en anglais. Donc, ça allait bien pour lire, mais parler, c'est pas la même chose que lire. Ouais, non, c'est ça. alors, c'était une belle expérience là, à ce niveau-là pour être capable de revenir pas mal presque bilingue, parfait bilingue. Là. Avec les études de même en anglais et tout, est-ce que c'est quand même une grosse épreuve ou comment vous avez géré avec ça, en fond? Ben, en fait, ça dépend des tempéraments des gens. Là. Moi, si tu me parles d'épreuve, je connais pas ce mot-là. Et moi, même à l'université, les gens le savent, moi, j'ai banni le mot problème. À l'université, si quelqu'un utilise ce mot-là, ça coûte 2 $. On ramasse cet argent-là, puis on donne une bourse aux étudiants. Parce que pour moi, ce qui est important, c'est de relever un défi. Et moi, je le vois comme une opportunité, un défi qui se présentait à moi. J'avais la capacité de faire en 1 an ce que les autres faisaient en 2 ans. Donc, pour ma femme puis ma petite fille, qu'on avait un petit bébé à l'époque, ben c'était une façon de se concentrer au max sur les études. Puis, excuse l'expression, mais une fois réglé, on revient, puis c'est fait, puis on a rempli les conditions pour être capable là, de poursuivre la carrière de prof. Donc, moi, j'ai vu ça comme une superbe belle expérience. Puis là-bas, ça a été... moi, je baignais dans un environnement qui était idéal parce que tu sais, quand tu dis que tu rencontres ton directeur de thèse à tous les 2 jours, c'est assez exceptionnel comme support académique là, qui était accordé pour nous permettre justement d'avancer et de respecter en fait l'engagement qu'il prenait là, de faire en sorte qu'on puisse terminer en dedans d'1 an. Fait que moi, j'ai vu ça comme une expérience. Je me suis toujours considéré comme étant privilégié d'avoir été sélectionné pour ce programme-là et de l'avoir mené à terme. Donc, dans le fond, quelle expérience qui vous a marqué le plus, là, qui vous a formé en tant que pour devenir l'homme que vous êtes devenu, qui vous a permis aussi d'aller rechercher aussi toutes les prix et les distinctions que vous aviez reçues à travers les années? Oh, ça, c'est une très bonne question. Je te dirais que tout ça, ça part du choix de la profession. OK? Moi, j'ai été élevé, mon père avait une épicerie, j'ai été élevé dans le commerce. Et la comptabilité, c'est venu quand même assez naturellement là, comme un choix, mais bien honnêtement, sans savoir qu'est-ce que ça voulait vraiment dire. Okay? Je voulais aider mon père à faire sa comptabilité, puis être sûr que tout aille bien, mais l'avantage de la profession comptable, c'est qu'on a des horizons qui sont ouverts avec une largeur. On voit toujours à 360 degrés. Je veux dire, on est au courant des finances, on est au courant du marketing, on est au courant des ressources humaines. En fait, on est la personne qui est au cœur de toutes les décisions qui se prennent. Donc, cette formation-là, moi, je l'ai toujours dit quand j'enseignais et que je faisais du coaching auprès des étudiants, c'est une profession qui fait en sorte qu'au cours de ta carrière, tu vas devoir apprendre à dire non. C'est drôle de dire comme ça, là, mais on va tellement te proposer de choses, mais tu ne peux pas tout accepter. Donc, tu vas faire des choix en fonction de ce qui se présente puis que tu trouves être le plus stimulant, dans le fond, comme opportunité. Donc, moi, je pense que c'est ça qui est à la base, dans le fond, du travail que j'ai fait. Puis, 1, puis 2, en équipe. En équipe. Moi, je ne crois pas à la capacité d'une personne de faire tout seul. Moi, je crois à la capacité de faire avec plusieurs personnes où là, tu bâtis sur les forces de chacun pour aller vers un objectif qui est commun. Donc, c'était la même chose. Quand on a fait les volumes de comptabilité, faut se rappeler à l'époque que les volumes étaient en anglais. Okay? Il commençait à avoir des traductions qu'on appelait des traductions adaptation. C'est ce que j'ai fait en premier pour quand M. Fernand Sylvain est décédé. Donc, M. Sylvain a été le premier pionnier, en fait, des volumes en français au Québec.
Et il est décédé en cours d'une nouvelle édition de son volume de base, qui est le volume de comptabilité de base là, que vous connaissez. Bon, j'ai fini le travail, il restait 6 chapitres. Mais quand ça a été le temps de faire un volume de comptabilité intermédiaire, moi, j'ai dit à la maison d'édition, il n'est pas question qu'on fasse une traduction-adaptation. Le contexte québécois d'enseignement, c'est pas la même affaire que le contexte américain, c'est pas la même affaire que le contexte canadien-anglais. Donc, donnez-nous l'opportunité de vous démontrer qu'on a du talent au Québec. On s'est fait une équipe de 5 profs. Ça nous a pris 5 ans, mais on a livré le volume de comptabilité intermédiaire que vous connaissez, qui est sorti en 1995, puis qui, encore aujourd'hui, 25 ans plus tard, est la crème de la crème au niveau de la comptabilité intermédiaire au Québec et dans tout ce qui est francophone au Canada. Mais vous voyez, c'est l'équipe qui a fait ça parce que vous le connaissez, ce volume-là, là, c'est une petite brique. Là. Faire ça tout seul, oublie ça, là, c'est impossible. Il faudrait être fou là, pour être capable de faire des mises à jour annuelles tout seul. Donc, ça prend une équipe. Et là, on bâtit sur les forces de chacune des personnes. Puis, comme vous disiez, la comptabilité, ça mène à un paquet d'affaires. Là. Les chemins sont vraiment ouverts. Et puis, vous avez obtenu, suite à ça, plusieurs titres là, honorifiques, là, comme justement là, le jubilé, la médaille du jubilé de diamant. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu, dans le fond, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça représente dans le fond, puis aussi pour vous, qu'est-ce que ça représente en tant que tel? Bon, en fait, il faut savoir là, que ça a été attribué à plusieurs Canadiens lors du jubilé de la Reine, il y a quelques années. Moi, je l'ai obtenu sur recommandation du conseil d'administration de l'Ordre des CA à ce moment-là, parce que l'Ordre des CPA, la CPA Canada n'existait pas à ce moment-là encore. Mais non, je recule, c'est vrai. On venait tout juste de devenir CVA Canada, mais ce ne sont pas toutes les provinces qui avaient fait l'unification. Le Québec avait été la première province à réaliser l'unification et c'est en reconnaissance, dans le fond, du travail que moi j'avais fait pour réaliser l'unification au Québec et toute l'aide que j'ai apportée à plusieurs collègues des autres provinces pour les aider à faire l'unification que la profession avait soumis mon nom là, pour cette distinction-là. Puis, parmi tous ces prix-là, c'est lequel qui vous a rendu le plus fier parmi tous les prix que vous avez eus? Oh. Je te dirais que moi, je suis quelqu'un de défi. Quand j'obtiens quelque chose, je suis déjà rendu ailleurs. Donc, c'est toujours ce qu'on est en train de faire pour moi qui est le plus important. Mais je te dirais que d'avoir obtenu mon titre de CA au départ, c'est ça qui était le grand défi. OK? Moi, mes parents n'étaient pas allés à l'université, donc moi, j'étais le premier de la famille à faire des études universitaires. Donc, de franchir cette étape-là, pour moi, c'était bien important. Puis après ça, le reste, c'est la vie qui nous amène devant des opportunités. Tu sais, quand j'étais étudiant là, en troisième année au bac, là, si vous m'auriez dit que j'étais pour enseigner, là, je me serais roulé à terre. Parce que j'étais tannant en classe. On était trois tannants, on était les 3 premiers assis en avant du bureau du professeur, qu'on challengeait continuellement le prof. Alors, on avait bien du fun en classe. Fait que de passer mon année en avant me faire écœurer, ça n'aurait pas été naturel. Si on m'avait dit tu vas être maire d'une municipalité, tu vas travailler à l'unification de la profession comptable, tu vas être recteur. Jamais de la vie, j'aurais. Mais la vie nous amène devant des occasions, puis là, les gens te disent, regarde, ça, tu es peut-être capable de faire ça, tu es peut-être capable de nous aider, on va se mettre ensemble, on va le faire. Moi, je ne suis pas un gars de statu quo. Je suis quelqu'un qui aime des choses. J'ai toujours voulu, d'une certaine façon, faire une différence. Pas pour moi, mais pour les autres. Les livres de comptabilité, là, vous n'avez aucune idée du temps que ça prend. De conception, de travail, c'est fou le temps qu'il y a là-dedans. L'unification de la profession comptable, même le job de recteur.
je terminais mon mandat à l'ordre des CPA, j'étais éligible à la retraite, je pouvais partir. Mais c'est les chums à l'université qui sont venus me dire, regarde, on a une situation qui est un petit peu particulière, il faudrait que tu viennes nous donner un coup de main. Bon, correct, regarde, je vais y aller. C'est comme ça, au fil des événements, qu'on s'aperçoit qu'on est rendu à 40 ans après l'obtention du titre, puis que il me semble que ça a passé comme une vitesse effrayante. Là. C'est sûr. En parlant, vous avez parlé justement d'être maire de la ville de Nicolet. Comment vous avez fait la transition, justement, d'un CPA, d'un comptable, à dire je vais aller en politique municipale, puis je vais plus tard devenir recteur d'université. C'est quand même pas nécessairement quand on dit j'ai obtenu mon titre, c'est pas une vision, comme vous l'avez expliqué, claire, que c'était ça que vous alliez faire. Là. Non, ben écoute, la mairie, il faut savoir que j'étais professeur à l'université. Mm-hmm. À cette époque-là, la mairie, c'était pas une job à temps plein, c'était du soir et fin de semaine. Donc, ça se faisait par-dessus la job. Puis encore là, c'est des chums qui sont venus me voir. Moi, j'étais impliqué à ce moment-là au niveau de la pastorale chez nous. On faisait la pastorale sociale d'une certaine façon. Puis on se disait, à un moment donné, il va falloir que quelqu'un y aille à la mairie pour leur faire prendre conscience qu'il faudrait qu'ils mettent un peu d'argent pour ceux qui sont moins fortunés, qui c'est plus difficile, etc. Mm-hmm. On était autour d'une table, on soupait, puis à un moment donné, il y en a un qui a dit, garde, vas-y, il y a des élections au mois de septembre, toi, tu es capable d'y aller, tu es capable de te présenter. J'ai de la facilité à communiquer. Quand tu es prof, c'est une qualité qui est importante. Ça aide un peu. Et c'est comme ça que je me suis présenté. Il y avait une situation particulière à la ville au sens où on souhaitait faire une unification municipale. Ça, c'est une des caractéristiques de ma carrière. C'est les jobs d'unification. Donc, à cette époque-là, le gouvernement souhaitait qu'il y ait des regroupements municipaux. Mm-hmm. Alors, je suis allé, j'ai fait le regroupement municipal. On a eu un référendum gagnant, puis j'ai été là pendant 6 ans, jusqu'à ce qu'à l'université, ma rectrice, qui était une collègue du département à l'époque, on était avec administration et économique, c'était pas le département de sciences comptables. OK. Quand j'ai été vice-recteur, on était devenu département de sciences comptables, mais cette collègue-là, on était rentrés à l'université ensemble à la fin des années 70. Donc, elle était devenue rectrice, puis là, l'université était un peu dans la même situation qu'on a vécu dans les dernières années. Il y avait un important déficit à résorber, fait qu'elle m'a demandé d'aller donner un coup de main pour résorber le déficit. Et là, à ce moment-là, j'ai été coincé parce que au niveau juridique, quand tu es maire, tu peux avoir à critiquer le gouvernement, mettons, on va dire ça comme ça. Mais quand tu es vice-recteur, tu es considéré comme un sous-ministre, tu es un fonctionnaire de l'État. Fait que les juristes du gouvernement du Québec m'avaient obligé à faire un choix. Ils disaient, il ne faut pas prendre le risque dans le jour du travail de gouvernement, puis que le soir, tu critiques le gouvernement, même si ça n'aurait pas été mon style. Là, mais... Fait que c'est comme ça que j'ai fait l'unification de la municipalité, puis quand c'était le temps de se présenter à l'élection de l'unification, c'est une autre personne qui s'est présentée, puis qui est devenue le premier maire de la municipalité unifiée. Ah. Mais moi, j'avais fait la job. On avait réussi à faire l'unification, fait que mission accomplie. J'ai une question. Dans le fond, votre mandat comme recteur de l'UQTR, il vient bientôt à ses fins. Et puis, par la suite, qu'est-ce que vous pensez faire? Là? C'est quoi vos projets, mettons, là, suite à ça? Comme vous dites, là, les chemins sont infinis. Oui, en fait, la sollicitation, ça n'arrête pas. Hein? On est sollicité constamment. Moi, j'ai préparé un projet depuis 7 ans déjà. Je vais être ordonné diacre au milieu du mois d'août. Et ça va occuper pas mal de temps au niveau de la retraite parce qu'il y a quand même beaucoup de travail à faire de ce côté-là. Là. Il y a beaucoup de gens qui sont en quête de sens. Et moi, c'est un gros défi. Dans ce cas-là, je te dirais que c'est une façon de redonner. Moi, je considère que j'ai été un privilégié toute ma vie. J'ai été accompagné dans les hauts, dans les bas constamment. Mon plus grand chum, il est en haut, là, puis on se parle à tous les jours. Et puis, si je peux aider des gens qui se cherchent à se trouver, ça me permettra de faire une autre contribution, mais au lieu d'être
60-70 heures par semaine. Si je peux descendre à 40 heures, ben, je vais être en vacances. Le fameux conciliation travail-famille. On a toujours réussi à le faire malgré tout, mais c'est sûr que c'est la capacité. À un moment donné, on peut pas. On a besoin de dormir plus qu'avant. Pour continuer dans la lancée de votre rectorat, ça a été quoi le plus grand défi avec la pandémie d'établir les balises ou qu'est-ce qui vous a le plus challengé dans ce milieu-là, là, dans cette crise-là qui nous a frappé de plein fouet? En fait, ce qui est le plus difficile au niveau de la pandémie, c'est l'incertitude. Parce que nous, au niveau de l'université, hein, tout se planifie de 6 mois à l'avance, ou à peu près. Là. Okay? Quand on passe à la planification de la commande de cours, l'engagement des chargés de cours, la répartition des cours entre les profs. Donc, il y a beaucoup de planifications qui doivent être faites à l'avance. Et donc, ça nous cause des soucis assez majeurs parce qu'on a des règles, mais des règles, vous l'avez vu là, pendant les 3 premiers mois, ça a bougé énormément. Oui. Et même encore aujourd'hui, il y a beaucoup d'incertitudes quant à est-ce qu'il va y avoir une deuxième, par exemple, l'histoire de la deuxième vague. Là. Oui. S'il y en a une ou s'il n'y en a pas, ça change complètement la situation. Et quand on est habitué en planification d'avoir un plan A, un plan B, puis vaguement un plan C, là, ben, moi, je peux vous dire que dans le cas de la pandémie, là, c'est A, B, C, D, E, là. Parce que tu peux pas présumer que le scénario de repli, donc le scénario B, serait le scénario optimal. OK? Parce que, bon, faisons un jeu d'hypothèses, vous allez comprendre facilement. Là. Présentement, ce qu'on nous dit, c'est on veut retourner en classe, mais avec une distanciation de 2 mètres. 1,5 mètre si l'étudiant ne parle pas. OK? Puis 2 mètres s'il y a de la prise de parole. Bon. Dans nos cours, vous savez qu'il y a de l'interaction, donc il faut calculer le 2 mètres. Ben, si ce 2 mètres-là devenait 1 mètre, se rentre le double d'étudiants en classe. Oui. Donc, ça change complètement la situation. Puis s'il y a une deuxième vague, puis là, ils nous reconfinent au complet, ben, tout ce qu'on a planifié en présentiel, il faut le ramener sur un mode de distance. Alors, vous voyez là que c'est assez complexe là, comme gymnastique. Il y a des cours où ça se fait quand même relativement bien, mais pensez au laboratoire, pensez aux stages. Vous êtes dans le domaine de la comptabilité, vous allez avoir des stages peut-être qui sont commencés ou vont commencer pour vous autres. Ben, ces milieux de stages-là, est-ce qu'ils peuvent vous accueillir? Ils ne peuvent pas vous accueillir. Donc, ça met beaucoup d'hypothèses à essayer d'envisager. Par ailleurs, le bon côté de la pandémie, parce qu'il ne faut pas l'oublier, le bon côté, c'est la grande résilience que les gens ont. Tu sais, dans le fond, je parlais de ça avec un copain hier. C'est toujours bien pas la pandémie qui va nous arrêter. C'est sûr. Donc, on va trouver une façon pour atteindre nos objectifs, pour faire en sorte que les étudiants aient la meilleure formation possible et qu'ils puissent réaliser leurs rêves. Parce que quand tu es recteur, ton salaire, c'est quand l'étudiant gradue. Ouais. Puis que tu vois après ça que tu as fait une bonne job parce qu'il réussit. Puis quand il fait une bonne job, c'est pas de ta faute, c'est de sa faute parce qu'il est brillant. Puis si il réussit pas, ben c'est parce que c'est de ta faute, tu n'as pas été assez bon avec lui. Mais ça, c'est pas grave, ça fait partie de la game. On est prêt à jouer cette partie-là. Donc, c'est tout ça là, qui rend les choses à la fois, pour certains, peut devenir très anxiogène. Tu as des gens qui vivent ça avec énormément d'anxiété parce qu'ils aiment la sécurité, ils aiment quand tout est bien contrôlé. Là, malheureusement, on contrôle ce que l'on peut. Exactement. Puis, justement, là, pour être un bon recteur comme vous êtes, c'est quoi les qualités, selon vous, qui vous ont mené à tout ça? Là? C'est quoi les qualités requises pour ça que, selon vous, ça fait de vous un bon recteur ou dans tout ce que vous faites aussi, là? Bon, est-ce que je suis un bon recteur? Ça, c'est pas moi qui peux le dire, mais je vais te parler peut-être plus des qualités d'un bon leader.
OK? Parce que tu sois recteur ou que tu sois dirigeant d'entreprise ou que tu sois maire ou que tu sois premier ministre, les caractéristiques de leadership, je pense que pour moi, c'est avec ça que c'est le plus facile à le décrire. La première, là, ça va probablement vous étonner, là, mais c'est beaucoup d'humilité. C'est d'être capable de reconnaître que tu fais des bons coups, puis d'être capable de reconnaître que tu fais des mauvais coups. Puis que si tu as besoin de faire un pas de recul, tu fais le pas de recul. En fait, les gens vont accepter l'erreur quand elle est reconnue beaucoup plus facilement. La deuxième chose, c'est l'équipe, le travail en équipe, donc de t'entourer de personnes qui ont des qualités, des forces qui sont complémentaires. Donc ça, c'est essentiel. Comme je disais tantôt, on ne peut pas être bon dans tous les domaines, c'est impossible. Donc, si tu as une bonne équipe autour de toi et que les gens se forment corps ensemble, donc se mobilisent ensemble, c'est incroyable ce qu'on est capable de faire, obtenir comme résultat. La transparence, c'est important. Être capable de dire les choses telles qu'elles sont. Je pense que ça fédère beaucoup les gens, puis le caractère humain. Moi, je dis toujours à mes vice-recteurs, puis ils passent le même message au cadre. À la fin de l'année, quand on fait l'évaluation de l'appréciation de la performance d'une personne, il faut que tu sois capable de dire qu'est-ce que j'ai fait cette année pour la faire grandir? Est-ce que cette personne-là a grandi pendant l'année? Bon, grandir, prenez le sens que vous voulez, là, mais dans le fond, est-ce que c'est amélioré? Est-ce qu'elle a fait des progrès, etc.? Parce qu'en bout de piste, si tu fais grandir les gens qui collaborent avec toi, bien, ces gens-là, nécessairement, vont apporter une contribution qui est supplémentaire, qui est additionnelle. Puis, quand tu fais remonter ça à toutes les étapes d'une organisation, bien, c'est un bon gage de succès, là, de réussite pour l'organisation. Puis, il y a un dicton aussi qui va avec ça, là, qui est pas bête. Quand on monte, quand on prend des responsabilités, là, en montant, là, on croise un paquet de monde. Hein? Mm-hmm. Bon, il y a deux théories par rapport à ça. Il y en a qui vont décider de monter avec les gens, puis il y en a qui vont décider de monter en pilant sur la tête des gens. Bien, n'oubliez pas que si vous avez à redescendre, si vous avez aidé des gens en montant, ils vont vous aider. Mais si vous n'avez pas aidé, là, ils vont vous aider à descendre. Donc, cette interaction-là, elle est importante. Puis, quand on est dans le domaine public, parce que là, bon, recteur, maire, même président de l'ordre, quand tu es dans le domaine public, si tu fais les choses uniquement pour toi, tu vas être déçu à quelque part. Tu n'en auras jamais assez. Ben, c'est parce que la reconnaissance, c'est bien éphémère, ça. Là. Mm-hmm. Je veux dire, faut pas que tu t'attendes à... Je prends l'exemple de nos politiciens actuellement. Ils font un job incroyable là, dans des circonstances qui sont totalement exceptionnelles. Mais est-ce qu'ils ont 100% du monde qui sont d'accord avec ce qu'ils font? Bien sûr que non. Donc, si tu penses que tu vas avoir l'adhésion de tout le monde à ce que tu fais, tu vas être malheureux en tabarouette. Par contre, si tu as la satisfaction de dire « j'ai fait ce que je croyais être le mieux », puis quand on l'a fait avec la gang avec laquelle on était bien dans ce qu'on a fait, ben, il y a une satisfaction à la fin de la journée. Tu es content de ce que tu as fait, puis tu es content des progrès que tu as réalisés, puis tu es prêt à continuer pour le lendemain. Par rapport un peu à votre rectorat, là, on sait que vous n'avez pas bragué un deuxième mandat, mais est-ce qu'il y a un projet que vous avez mené à terme là, qui vous a vraiment particulièrement marqué puis que vous étiez fier ou justement un projet que vous n'avez pas pu mener à terme, vous avez participé à l'élaboration, que vous auriez aimé ça peut-être continuer plus tard, puis que vous n'avez pas pu pour diverses raisons? En fait, je dirais il faut se rappeler les raisons pour lesquelles j'ai accepté le mandat. OK? L'université était dans une situation déficitaire importante et moi, j'ai été très clair quand j'ai fait la présentation à la communauté puis quand j'ai parlé à l'époque avec le ministre de l'Éducation. Je suis prêt à prendre le job, mais à deux conditions. Un, on va revenir à l'équilibre budgétaire, mais deux, vous allez me laisser faire du développement. Je ne veux pas étouffer l'université. Mm-hmm. Okay? Fait que donc, si tu me demandes aujourd'hui, à 5-6 mois de la fin, là,
Ce dont je suis le plus fier, c'est qu'on est revenu à l'équilibre budgétaire ou à toute fin utile. Là, avec la COVID, on va voir ce que ça va donner. Là, mais techniquement, on est revenu à l'équilibre budgétaire et on a réussi à faire du développement. Oui. Donc, il y a beaucoup de projets de développement qui sont en cours actuellement, qui sont en cours de réalisation. Donc, d'avoir pu m'en tenir aux engagements que j'avais pris de façon générale, là, ça c'est une source de grande satisfaction. Maintenant, quand on regarde ce dont je serais, je dirais, le plus fier au moment où on se parle, c'est quand je suis arrivé, une des raisons qui a fait que j'ai accepté le défi, parce que c'était quand même un défi assez important, je suis allé sur le site Internet de l'université, puis j'ai fait le tour des sites des départements pour voir qui était là quand moi j'avais quitté, puis qui était arrivé, puis qu'est-ce qu'il faisait. Donc, j'ai regardé, en fait, dans chaque département, le profil des professeurs. Puis, je me suis aperçu qu'il y avait eu un renouvellement important au niveau du corps professoral, puis qu'il y en avait un, que ce renouvellement-là se continuerait encore pendant 3-4 ans, minimalement. Puis là, je regardais le profil des gens qui avaient été embauchés, puis je disais, tabarouette, l'université est assise sur une mine d'or. C'est des jeunes profs, ils sont branchés, ils vont éclater au niveau de la recherche, ça va être important. Puis, ce qu'on a essayé de faire au cours des dernières années, c'est de les mettre en lumière, de faire connaître ce que l'université faisait. Et autant les ministres, les sous-ministres, les fonctionnaires, les gens d'affaires qu'on amenait à l'université, nous ont tous, tout le monde nous disait à peu près la même affaire à chaque fois qu'ils finissent de visiter un laboratoire ou quoi que ce soit. Vous faites ça à Trois-Rivières? Ben oui, on fait ça à Trois-Rivières parce que le talent, il n'y a pas d'adresse. Non, effectivement. Le talent, il n'y a pas d'adresse. Alors, ça, je suis très fier parce que on voit, on essaie de créer un climat pour vous permettre, dans le fond, à nos profs de rayonner. C'est eux qui font la job, c'est pas moi, là, on va bien se comprendre. Là. Mais on essaie de mettre ce climat-là à leur disposition pour leur permettre justement de s'éclater, de mettre à profit tout leur talent. Et ça, je suis assez content là, de cette réalisation-là. Puis de la consolidation aussi que l'université a fait au niveau de sa présence régionale. Moi, j'ai voulu me rapprocher de toutes les chambres de commerce, de toutes les villes, des territoires que l'on dessert, pour que les gens se réapproprient leur université. Parce que moi, je considère que l'université, d'abord, tout le monde le sait, c'est un moteur économique important au niveau de la région. Là, donc ça, mais les gens n'ont pas idée de ce qu'on peut faire pour eux, la contribution qu'on peut amener par les services à la collectivité, par exemple, que les professeurs vont rendre. Tu sais, quand je regarde le personnel de l'université, là, sur 1800 employés avec les professeurs, les chargés de cours, c'est plus de 50% de ce monde-là qui sont membres de conseils d'administration, qui sont impliqués dans des associations bénévoles ou etc. Puis ils ont en arrière d'eux, s'ils ont besoin, des soutiens de l'université qui peuvent être amenés. On regarde des projets d'intervention communautaire, les PICOM, un organisme sans but lucratif qui n'a pas d'argent, OK, puis qui a besoin de se faire un plan d'affaires. Elle va venir voir le PICOM, on va l'organiser avec un prof de marketing, ils vont y faire son plan d'affaires, puis ça rentre dans le cadre d'un cours. Bien, cette organisation-là, si elle ne s'était pas rapprochée de l'université, n'aurait pas pu progresser comme telle. Bon, ça, c'est dans le domaine social. Si tu regardes dans le domaine économique, il y a avec nos instituts de recherche, on permet par la recherche participative à des entreprises de résoudre des défis qu'ils ont sur le plan technologique ou sur le plan de gestion. On connaît toutes les facettes de l'université. Donc, dans ce sens-là, ça, c'est pour moi, c'est très valorisant de voir que les gens se sont réappropriés leur université. Puis, on a développé Drummondville, on développe dans la Naudière, on développe dans Québec, parce que, vous savez, on a 9 centres hors campus. Donc, oui. on rayonne un peu partout. Longueuil, c'est phénoménal ce que des collègues ont fait dans sciences comptables là, avec le programme là-bas. Donc, on a plusieurs raisons d'être extrêmement fiers là, du rayonnement de notre université et de la place maintenant qu'elle occupe sur la scène québécoise.
Un peu aller dans la même veine, vous avez parlé des centres universitaires qui sont un peu partout dans les différentes régions. Je sais pas si j'ai pas réussi à trouver si c'était particulièrement pendant votre mandat, mais je trouve que c'était quand même quelque chose qui était intéressant d'aborder, puisque c'est pas tout le monde qui aurait pensé l'Université du Québec à Trois-Rivières, il faut que ça reste à Trois-Rivières, puis on va pas envoyer on va servir à proximité, Nicolet, d'autres villes qui sont pas trop loin, mais d'aller dans d'autres régions, d'aller donner le savoir, aussi d'aller chercher les talents qui pourraient enseigner aux jeunes, je trouve que c'était quand même une bonne idée. Est-ce que vous, à travers vous, il y a eu Drummondville qui a été justement un grand succès. Comment vous êtes venu à vous dire, OK, on va développer tel marché au lieu d'un autre marché en particulier? OK, en fait, là, il faut remonter à la création du réseau de l'Université du Québec. Ouais. Et quand le réseau a été créé en 1969, le mandat qui a été donné au réseau de l'Université du Québec, c'était de rendre l'université accessible dans les régions. Mm-hmm. OK? Et donc, si vous regardez, il y a chacune des constituantes du réseau de l'UQ, on a toutes des antennes en dehors de notre ville qu'on pourrait qualifier de principale. Oui. OK? Et donc, au fil des ans, on a répondu aux demandes, aux besoins des différents points de service en fonction de notre territoire, puis des capacités aussi qu'on avait de répondre présent, là, parce qu'il y a ça qui jouait, qui rentrait en ligne de compte. Donc, c'est pas propre à mon mandat à moi, c'est propre au mandat de l'université qu'on continue à mener de façon à répondre, dans le fond, et à rendre accessible l'université sur tout le territoire québécois. Tous les différents postes que vous avez occupés, là, justement comme recteur ou on parle de votre maîtrise que vous avez faite en 1 an au lieu de 2 ans, ça venait surtout avec une grande pression. Est-ce que vous avez déjà senti des moments de découragement? Comment aussi vous avez fait pour venir faire face aux difficultés, mettons, qui venaient avec toute cette pression-là? Écoute, la pression. Il y a des gens qui aiment ça, la pression. Donc, je pense qu'au départ, il faut aimer le défi. Là. Donc, moi, je ne peux pas dire que je suis quelqu'un dont la pression étouffe. OK. Dans le fond, il s'agit qu'on me dise que quelque chose n'est pas possible pour que ça m'allume pas mal. Est-ce que vous fonctionnez un peu aussi avec la pression? Est-ce que c'est votre carburant là-dedans? En fait, j'ai la chance d'être capable de canaliser la pression. OK? C'est comme des acteurs. Puis même un prof, moi, je l'ai toujours dit, là, quand tu rentres en classe, là, si tu n'as pas un peu le trac, ça ne sera pas ton meilleur cours. OK? Parce que il faut qu'il monte un peu d'adrénaline là, pour donner un bon show. Ça fait bizarre de le dire comme ça, mais cette adrénaline, la façon de canaliser, puis tous les sportifs vont vous dire la même affaire. Moi, j'ai fait du sport quand j'étais jeune. Tu as des gens là, dans la dernière minute au hockey, là, ils ne veulent pas être sur la glace. Il y en a d'autres qui veulent être sur la glace. OK? Bon, l'analogie, c'est celle-là. Là. Donc, moi, j'aime être au cœur de l'action, oui, parce que ça me stimule. Maintenant, est-ce qu'on baigne dans l'allégresse continuellement, puis on n'est pas tu parlais de détresse tantôt, là. On est des êtres humains, là. Puis il y a des fois où tu as l'impression que tout est en train que tout va t'échapper, que tu vas l'échapper, ça ne marchera pas. Il faut savoir se reculer, écouter, pas le prendre personnel, et dire, OK, donne-moi ce qu'il faut pour faire ce qu'il faut. C'est sûr, il y a une question de croyance. Là. Je ne peux pas faire abstraction dans cette réponse-là. Dans cette réponse-là, mais pour moi, ça, c'est fondamental. Et, tu veux que je fasse telle affaire, mais si tu vas m'aider, parce que moi, tout seul, tu sais, je ne suis pas capable de le faire. Tu vas m'entourer des bonnes personnes. Et tu t'aperçois à un moment donné que dans ces creux-là, il y a toujours quelqu'un qui va te donner un commentaire, qui va arriver avec une idée, qui va arriver, si tu es alerte, si tu es ouvert,
Tu vas dire, hey, c'est ça qui me manque, Colin, c'est ça que je n'ai pas pensé à ça. Hey, si telle personne peut m'aider. Bon. C'est Nelson Mandela qui disait, puis cette phrase-là, là, pour moi, est très importante. Je ne perds jamais, j'apprends. Okay? Dans les plus grandes défaites, là, c'est parfois les plus grandes victoires. Parce que cette défaite-là que tu viens d'avoir, elle t'a fouetté. OK? Puis si tu as su canaliser par-dessus, je vais vous donner un exemple de comptabilité. Là. Moi, en première année à l'université, là, je coachais 2 équipes au hockey, je jouais au intermédiaire au hockey, je faisais de la compétition de tennis. J'ai fait ma première année là, sur la vague. Je n'avais pas besoin de m'investir trop. Ça marchait tout seul, moyenne cumulative très forte, bingo. Quand même, à un moment donné, je suis arrivé dans un cours en 3e année, puis là, j'étais en échec à l'intra. Là. Tu sais, le wake-up call, là, il est arrivé clean. Là, puis là j'avais le choix. Là. J'abandonne ou bien je prouve au prof que je ne suis pas le crétin qui m'a dit que j'étais quand il m'a redonné ma note. Oui, il ne m'avait pas dit que j'étais crétin, mais tu sais, quand il te donne ta feuille comme ça, puis il te la pitch sur le bureau en disant là, pas trop fort, hein? Ouais. Bon, mais regarde, ce cours-là, ben, j'avais fini avec un B, puis j'étais en échec à l'intra. Il y avait 2 examens. Ça veut dire que j'ai eu A. À l'époque, il n'y avait pas des A+, ça, c'était ABC. Ça veut dire que je me suis retroussé les manches, puis je ne me suis pas laissé abattre. Donc, mais oui, il y a des moments, il y a des bouts qui sont rough, il y a des bouts qui sont durs. Regardez à l'université, on a fait un lockout. Pensez-vous que c'est une décision qui est facile à prendre? Certainement pas. C'est une des décisions les plus difficiles que j'ai eu à prendre de ma vie. Je ne l'ai pas pris tout seul, on le prend en équipe. Mais, c'est du monde qui côtoie aussi, là. Puis c'est mes amis, c'est mes collègues, c'est ce pourquoi je suis venu à l'université, là, pour la développer, l'université. Dans ce temps-là, des fois, tu te ramasses, comme on dit, t'es en petite boule dans ton coin, là, puis là, tu réfléchis, mais à un moment donné, si tu crois en ce que tu fais, si tu crois aux valeurs que tu as, puis si tu respectes ces valeurs-là, puis tu respectes les gens, ben tu finis par renverser la situation puis faire en sorte que ça devienne positif, alors que ça pourrait paraître être essentiellement que négatif. Au niveau académique, le rayonnement du programme, quand même, en sciences comptables, là, je me souviens, l'année dernière, on a eu quand même beaucoup d'étudiants qui ont été bien cotés dans la réponse à l'EFC. Donc, je voulais savoir, comment vous avez vu, en tant qu'ancien comptable, comment vous voyez ce rayonnement-là, puis quelle place ça apporte le programme de sciences comptables à l'UQTR pour vous? Bon, c'est sûr que là, vous comprendrez que moi, je suis un petit peu biaisé, là, parce que là, vous parlez de ma profession, fait que c'est sûr que j'ai beaucoup de fierté par rapport au programme de sciences comptables. En fait, ma plus grande fierté par rapport au programme, là, c'est que au fil des décennies, avec les embauches de nouveaux professeurs, les embauches de nouveaux chargés de cours, on a réussi à maintenir toujours la philosophie qui est derrière le programme. C'est-à-dire que l'étudiant est au cœur du programme. Okay? À partir du moment où l'étudiant est au cœur du programme, puis ce qu'on souhaite, c'est sa réussite, que tout le monde, encore là, vous allez me dire que je me répète, mais que tout le monde travaille en équipe pour faire en sorte qu'on marche vers ce but-là, ben ça crée un corps professoral qui est très uni par rapport à cette capacité, à cette volonté-là. Évidemment, chaque prof est différent. Là. Chaque prof va faire les choses différemment, mais tout le monde a comme une partie de la mission à rencontrer et ce que ça fait, c'est que notre programme, il est, je pense, sans flatterie, là, à la fois, on mise beaucoup sur les compétences techniques, professionnelles, mais on mise aussi beaucoup sur les compétences humaines, de savoir-être, de savoir-faire. C'est probablement ça qui nous distingue à l'autre bout au niveau des... quand les gens sont en entreprise, sont dans les cabinets, sont au travail, là, c'est cette capacité-là d'être à la fois quelqu'un qui est très professionnel au sens du terme, CPA, là, mais en même temps aussi capable de travailler avec les gens, capable de vivre, entre guillemets, là, un certain nombre de valeurs.
Mm-hmm. Et ça, pour moi, c'est sûr que c'est une grande fierté. Le programme de sciences comptables, c'est un des programmes phares de l'université. Mm-hmm. Il y a une reconnaissance pan-canadienne. C'est pas juste une reconnaissance québécoise, on a une reconnaissance pan-canadienne de la qualité de notre programme. Et tout ça, c'est réalisé aussi avec... parce qu'une autre grande source de fierté, c'est que on a des étudiants à l'UQTR là, qui réussissent leur titre comptable et qui n'auraient pas été admis dans d'autres universités. OK? Donc, ça veut donc dire que dans la recette du pudding, là, il doit y avoir quelque chose qu'on fait comme faux. Là. Oui. OK? Et ça, pour moi, là, c'est une grande source de fierté de démontrer qu'on est capable d'amener des gens à réaliser le meilleur de leur potentiel. Et ça, pour moi, c'est vrai, là, moi, quand je suis rentré à l'université comme étudiant en 75, quand j'ai entré comme prof, chargé de cours en 79, puis prof en 80, c'est les premières affaires qu'on m'a inculquées. Puis quand on a bâti les équipes, quand j'étais chef de section, directeur de département, on est allé faire du recrutement en conséquence de ces qualités-là pour avoir des gens qui seraient capables, justement, de faire grandir les étudiants puis de leur donner la disponibilité nécessaire aussi parce que un brillant, là, il n'a pas besoin de tout. Là. Il est brillant naturel. Il va réussir. Il a juste à le motiver un peu. Là. Mais l'étudiant qui a plus de difficultés, là, il faut que tu lui apprennes à développer sa confiance. Parce que quand tu es à l'université, là, à la base, tu es intelligent. C'est juste que parfois tu ne le réalises pas ou parfois tu n'y as pas mis les efforts. Bon, c'est sûr que c'est sur le party pendant toute une session. Tu ne révéleras pas ton plein potentiel. Il y en a qui sont capables de faire ça. Je les admire. Moi, je suis pas capable. Les dents et plats, je suis pas capable. Mais tu sais, si tu es capable de prendre quelqu'un puis de l'amener à réaliser, là, à donner le meilleur de lui-même, puis... ça crée des maudites belles carrières. Parce que moi, ce qui est très valorisant quand tu es prof, là, c'est quand tu rencontres 15-20 ans après là, des étudiants qui viennent dire « Je ne me rappelle pas de ce que vous avez enseigné dans la classe, mais je me rappelle que vous avez dit telle affaire. » Puis ça m'a donné... j'avais besoin de ça à ce moment-là parce que, bon, toutes sortes de situations dans la vie qui font qu'à un moment donné, on baisse les bras. Là. Et vous m'avez... moi, quand quelqu'un me dit ça, là, je peux dire qu'il fait ma journée en tabarouette, là, parce que là, je me dis, j'ai réussi, oui, à y passer de la matière, mais j'ai réussi à faire de cette personne-là une personne. L'aider à grandir, comme vous avez dit. Exactement. On en revient toujours à ça. Et puis, avant de conclure, est-ce que c'est tout au long de votre carrière, c'est quoi l'élément qui a le plus joué en votre faveur, selon vous? Si c'est les contacts, la passion pour le domaine ou la scolarité? Je dirais la passion. La passion. Faire les choses avec... Être passionné de ce qu'on fait. Parce que quand tu es passionné... moi, j'ai jamais travaillé. J'ai jamais travaillé. J'ai toujours été avec des projets à réaliser, avec des mandats à livrer. Hein. Quand on est dans un cabinet, on livre des mandats. Et donc, de faire avec passion et de communiquer cette passion-là, puis de fédérer des gens autour de l'équipe qui deviennent aussi passionnés que toi, puis qui veulent qu'ensemble, on fasse quelque chose. Ça, c'est très, 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 très valorisant, stimulant, réjouissant, épanouissant. Écoutez, M. McMahon, on est vraiment, vraiment heureux de vous avoir eu parmi nous. Je trouve que dans le fond, ça a été très pertinent. Là. On a fait, on a pu vraiment écouter votre parcours et puis vous avez donné de bons conseils, je crois, aux étudiants. Je crois que là-dessus, on pourrait conclure et puis ça a vraiment été formidable. Merci beaucoup, énormément. Ça m'a fait plaisir, puis faites-vous confiance. Merci beaucoup d'avoir visionné cet épisode du podcast Débat Brun. N'hésitez pas à partager en grand nombre ou à laisser un commentaire. De plus, si vous connaissez quelqu'un qui veut participer à nos podcasts, vous pouvez nous écrire à l'adresse juste ici. Merci.
Merci à nos partenaires Mazars, Demerson Bone, Hardy Normand et Associés et EY.